Désolé pour la qualité approximative de cette première visioconférence. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Nicolas Poirier. Euh, je descends de François Arago par ses fils Emmanuel. Euh, je suis président de l'association qui a été fondée il y a maintenant pas tout à fait un an, le 5 novembre 2021. Et donc, cette assemblée générale à laquelle vous avez été invité a pour but de mettre en place, d'une certaine façon, les bases euh, de la façon dont nous pourrions les uns et les autres développer l'activité autour de l'objet de l'association. Voilà. Alors, peut-être qu'avant de démarrer ce serait bien de faire un petit tour à défaut de tour de table, et un petit tour pour que chacun sache à qui il a affaire. Donc, je vais passer la parole à mes deux voisins qui sont l'un et l'autre vice-présidents de l'association. Paul Baquiast, je suis proviseur du lycée Richelieu à Rueil-Malmaison, c'est dans ce lycée que nous sommes. C'est là que nous étions censés avoir du bon matériel, mais bon, ça ne fonctionne pas très très bien. Donc, je suis l'un des auteurs avec Bertrand Sabot qui est à mes côtés à l'écran du livre que nous avons rédigé sur Emmanuel Arago. Personnellement, je suis ancien professeur d'histoire et docteur en histoire, spécialiste du monde républicain du 19e siècle. Et voilà, donc je laisse la parole au co-auteur, qui est l'autre vice-président, qui est donc Bertrand Sabot. Je m'appelle Bertrand Sabot, comme il dit, je suis le co-auteur et vice-président de l'association. Voilà, on va en parler tout à l'heure, mais le livre que nous avons rédigé sur la correspondance d'Emmanuel Arago et Georges Sand va sortir dans quelques jours. Et voilà, je n'ai pas autre chose à dire. On va pouvoir continuer le tour de table. Je m'appelle Axel Smith, moi je descends de Jacques Arago. Et bon, je suis à la retraite, donc j'ai du temps pour m'occuper, pour m'intéresser à la famille Arago. Mon grand-père a gardé pas mal de choses et me les a transmises, voilà. Mais je suis le seul parce que mon frère travaille toujours et ça l'intéresse pas et mes enfants travaillent dur et ils n'ont pas le temps. Donc, mais moi, ça m'intéresse beaucoup et je suis très heureux d'être dans l'association. Voilà. Axel, vous descendez de Jacques Arago et aussi de la sœur aînée. Oui, parce qu'ils se sont mariés. Puisqu'il y a eu un cousinage comme ça, donc vous descendez de deux membres de la fratrie Arago. Oui, parce que le fils de Jacques Arago s'est marié avec sa cousine. Voilà. Donc, il y a dans la fratrie Arago, il y a deux filles qui ont survécu. L'une est votre ancêtre, celle, non pas l'aînée, mais celle qui est dans les plus âgés. Et l'autre est l'ancêtre de Dominique Bussy et Pascal Salvat. Oui, j'en profite pour vous dire que je crois que M. Sabot m'a appelé pour compléter un arbre généalogique dans Généanet, mais il faudrait… j'ai pas mal d'informations, beaucoup même, mais je ne sais pas le faire, donc il faudrait qu'on m'aide. Voilà. Pas de problème, mais on va en parler. Je crois que c'est dans l'ordre du jour que le président… Oui, c'est très important, effectivement, Axel. Je m'appelle Louise Dominique Bussy. Je suis la descendante de Lucie. Moi aussi, je suis à la retraite et j'ai un peu de temps, mais je me suis intéressée tardivement à la famille Arago, beaucoup moins que ma sœur Pascale, qui est ici. Et depuis quelque temps, comme j'ai moi aussi un peu plus de temps et que j'ai rencontré surtout à l'occasion de la conférence sur Emmanuel Arago à Lyon, des gens qui m'ont donné un peu la flamme, j'ai commencé à écrire, j'ai bien dit j'ai commencé à écrire une espèce de truc sur notre aïeule, Lucie Arago. J'espère pouvoir le finir avant mes 100 ans. Voilà. Lucie Mathieu, quand même. Hein? Lucie Mathieu. Oui, Lucie Mathieu. Ici, on connaît mieux les Arago que les Mathieu. Et encore mieux, elle s'appelle Laugier aussi. Enfin, elle s'appelle surtout Laugier, finalement. Eh bien, moi, je suis la sœur de Dominique, donc la même ascendance, la même Lucie Laugier, c'est-à-dire la fille de Marguerite Arago, la sœur qui s'est beaucoup occupée de tout le monde à l'Observatoire, d'après ce qu'on a compris. Et effectivement, nous n'avons été au courant de notre ascendance Arago que très tard.
On savait vaguement qu'il y avait dans la famille, cette famille Arago, mais on savait vraiment très peu de choses, pratiquement rien. Parce qu'il faut dire qu'il y a eu chez nous un hiatus dans les générations. C'est-à-dire que Lucie Laugier avait un fils qui s'appelait Paul, et Paul est mort très jeune, le père de notre grand-père donc, il est mort très jeune, et notre grand-père ne nous a jamais parlé de la famille, et notre mère encore moins. Donc c'est ce hiatus que moi je suis en train d'essayer de combler un petit peu en essayant de voir qui était notre arrière-grand-père Paul Laugier-Mathieu. Mais c'est un peu difficile. Il a eu une vie un peu bizarre, mais bon, je m'y suis attelée depuis quelque temps pour avoir ce maillon de la chaîne qui nous manque. Bonjour, donc je m'appelle Philippe Lacourgaillet, je suis un descendant de François Arago, bien sûr, de son fils Alfred. Alors je ne sais pas si, je pense qu'il s'appelait Louis-Alfred Pierre, chose comme ça, et qui avait épousé Palmyre Bordier. Et ma grand-mère, Geneviève Arago, parlait toujours de sa grand-mère à elle, Palmyre, qui était une femme absolument ravissante et qui avait eu beaucoup d'aventures. Voilà. Donc, j'ai pas mal de temps. Moi, je suis scientifique de formation, je suis physicien. Et bien entendu, François Arago, quand j'étais gamin et que je disais que je voulais faire des sciences, on me disait « Ah, ben, c'est parce que c'est à cause de François Arago. » Voilà. Donc, moi, je suis là parce que je suis une pièce rapportée. C'est mon épouse qui est une descendante de Lucie Mathieu Laugier, cousine. Lucie Laugier était la cousine d'Emmanuel Arago. Et évidemment, je suis très sensible à cette filiation avec le grand Arago. C'est Bertrand Sabot qui m'y a particulièrement sensibilisé grâce à son livre sur Emmanuel Arago, et je le remercie. Et j'avais apprécié qu'il rende hommage. Quand on rend hommage à Emmanuel Arago, on est quand même sous le regard du grand François Arago. Et on a dans la famille quelques souvenirs comme ça. Et donc, je suis effectivement sensible à ce qu'il y ait cette volonté de faire vivre le passé, et notamment un passé glorieux comme celui des Arago. Je me permets de préciser que Catherine de la Soujeole, qui est donc l'épouse de Jérôme Dumont, elle descend de Lucie Laugier par l'intermédiaire de la branche Pierre Laugier. Pierre, oui. Le descendant de Pierre Laugier, le petit frère de Paul Laugier-Mathieu, qui est lui l'ancêtre de Dominique Bussy et Pascal Salvage. Voilà. Donc nous avons la chance de réunir ces deux branches-là aujourd'hui. Ah oui. Je crois qu'ils ne se connaissaient pas. Et donc voilà, très bien. Très bonne chose. Auquel vient de s'ajouter la branche représentée par Axel, la double branche représentée par Axel, les deux branches Alfred et Emmanuel par Philippe Lacourgaillet et moi-même. Donc on a déjà, même sur les quelques 7 vignettes de cette visioconférence, déjà une bonne partie, ou en tout cas une partie non négligeable de l'arbre généalogique, enfin la descendance. Voilà. Donc, soyez-en à nouveau tous remerciés. Et effectivement, c'est grâce à vous que j'ai pris conscience que nous, dans la famille, on a des portraits de Pierre Laugier, qui était un comédien de la Comédie Française, et qui était finalement un enfant assez tardif de Lucie Mathieu Laugier. Oui. Et j'avais pas conscience qu'il y avait effectivement une branche, un frère aîné de Pierre Laugier, et qui était peut-être plus resté lié à la vie scientifique de ses ancêtres Arago, alors que Pierre donc était un comédien, et que sa fille Germaine Laugier sera aussi une comédienne dans les années de l'entre-deux-guerres. Et il paraît que Lucie Laugier avait dit à son fils Pierre, « Nous sommes tous des scientifiques dans la famille, et toi, tu veux faire le clown. » Le malheur
pour nous, c'est qu'en fait, il est mort très jeune, Pierre Laugier, puisqu'il est mort, il avait une quarantaine d'années, emporté par le virus qu'une de ses filles, d'ailleurs, lui avait transmis. Et du coup, je pense que c'est à ce moment-là, il avait épousé une Russe, mais je pense que les liens avec les liens de cousinage avec les Arago, c'était une partie perdue, peut-être. Nous sommes dans le cadre de l'Assemblée générale et, enfin, de mon point de vue, les conversations que nous avons là sont beaucoup plus intéressantes, mais on va être obligé quand même de dérouler l'ordre du jour assez rapidement, de façon, non pas à s'en débarrasser, parce qu'il y a des choses qui sont importantes, qui sont inscrites. C'est une première AG, elle est un peu plus fondatrice que la AG de constitution qu'on avait faite sur non pas un coin de table, mais entre nous au niveau du bureau. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'avant qu'on puisse nourrir, voilà, de nos expériences, de nos échanges, de nos souvenirs, de ce moment de partage, on puisse dérouler rapidement l'ordre du jour de cette assemblée générale. Si tout le monde est d'accord. Oui, juste une chose, on a parlé des descendants. Il y en a qui étaient très actifs, puisqu'ils étaient venus lorsqu'il y a eu on a érigé la statue d'Arago au jardin de l'Observatoire. Ce sont les 4 descendants de Victor Arago et ils étaient très intéressés et c'est fini, on n'arrive plus à les contacter, ils n'ont pas l'air intéressés. Enfin, il y a un truc là à voir, c'est tout. Voilà. On s'arrête là. On a regardé effectivement, et j'habite à Port-Royal, je suis un gestionnaire de la statue. Il semblerait qu'il y ait une association qui ait été créée pour le projet et qui a été dissoute après. Oui, ça c'est l'association de Polytechnique, oui. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, il y a à creuser pour essayer de renouer et de créer du lien avec cette branche, ses descendants, effectivement. Nous avons dans notre base de données les noms de 4 Arago, Voilà. que sont François, Jacques, Jean et Pierre-Emmanuel. Tout à fait. Ce sont des contacts Arago que Bertrand a trouvés. Ce sont les descendants de Victor. Les descendants de Victor avec lesquels nous avons, pour l'instant, pas beaucoup d'échanges, mais en tout cas des coordonnées, des emails, etc. Mais on y reviendra. Vous avez reçu un projet de rapport d'activité dont la vocation était de rassembler, je dirais, tout ce qui a intéressé de près ou de loin l'objet de l'association et puis tous ceux qui ont pu y contribuer. Alors, vous l'aurez constaté, les contributions de Bertrand et Paul sont un peu majoritaires aujourd'hui au niveau de ce qui est les faits marquants de l'année qui vient de s'écouler, mais pas que. Je ne vais pas relire ici le rapport d'activité, simplement l'ordre du jour de l'association mentionnant qu'il fallait le présenter. C'est pour ça que j'ai voulu anticiper en vous l'envoyant en amont et de savoir si à l'occasion de cet AG, vous aviez des réflexions, des commentaires ou des choses qui auraient pu venir le compléter. On n'est pas dans la listing de tout ce qu'on souhaiterait faire dans l'avenir, mais plutôt par rapport à ce qui était dit et de surtout ne pas avoir oublié de choses, d'essayer d'être assez exhaustif, d'intégrer les contributions des uns et des autres, les travaux en cours de Pascal, de Dominique, les documents que Axel a pu partager avec nous, etc., sans compter bien sûr, en comptant bien évidemment les publications et autres interventions de nos amis Paul et Bertrand. Donc voilà, la question AG, est-ce que vous avez des remarques à faire sur ce rapport d'activité avant que nous puissions passer au point suivant? Le rapport d'activité est approuvé. Oui. Voilà. Alors, par rapport à l'approbation des points qui seront présentés, débattus, discutés, les statuts de l'association prévoient que les points soient approuvés à la majorité des personnes présentes. Alors, avant de continuer, je voulais vous informer que nous avions reçu un certain nombre de pouvoirs venant compléter les personnes ici présentes. Alors, certaines ont envoyé leurs pouvoirs et sont présentes aussi. C'est le cas de Dominique et de Pascal. Et puis d'Axel aussi. Mais bon, on va dire que, voilà, je dirais que entre nous trois membres de bureau, les pouvoirs que j'ai reçus par ailleurs, plus vos présences respectives, fait qu'on n'aura pas de problème de quorum pour pouvoir approuver, valider cet AG et passer à la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je formaliserai ça dans un mail avec le compte-rendu de l'Assemblée générale. Au niveau de
de l'ordre du jour est la fixation de la cotisation 2023. Alors, un rapide propos par rapport à la cotisation donnant droit à l'adhésion à l'association. Nous l'avons fixé au départ à 20 € en se disant on n'a pas encore d'objectif financier, on ne sait pas où on va aller, etc. Ce n'est pas la peine de commencer à demander de l'argent aux gens, voilà, sans les justifier véritablement, sans avoir un programme de dépenses ou d'investissement. Pour l'année en cours, on n'a pas une énorme visibilité, mais j'espère qu'avec la bonne volonté des uns et des autres, on va pouvoir mettre en route des démarches qui ne sont pas forcément génératrices de dépenses, mais qui peuvent potentiellement en susciter. Donc, moi, ce que je voulais éventuellement, c'était proposer qu'on reconduise la cotisation au niveau de l'année écoulée, c'est-à-dire à 20 €, et qu'on puisse, mais sous réserve de pouvoir le faire, proposer à ceux qui souhaiteraient contribuer un petit peu plus, de pouvoir le faire, mais la question reste ouverte quant à la possibilité pour l'association d'émettre un reçu fiscal, puisqu'il s'agirait à ce moment-là d'un don ouvrant droit à abattement. J'ai quelques contacts à prendre au niveau de la sous-préfecture d'Étang, ont été déposés les statuts pour voir si l'objet de l'association est compatible et que l'on puisse, en mettant à jour les statuts, ouvrir cette possibilité. Il faut que ce soit d'intérêt général. Certains d'entre nous ont mis un petit peu plus pour acheter quelques petits éléments, etc., mais sans venir gréver les comptes, mais sans qu'on ait de contrepartie fiscale. Hein, voilà. Mais ça me paraîtrait, comment dire, équitable, entre guillemets, comme dans toute association, qu'une contribution financière puisse ouvrir droit à l'émission d'un reçu fiscal. Donc, est-ce que de reconduire la cotisation 2022 dans ces termes pour 2023 vous convient? Si je peux me permettre, je fais partie de 2 autres associations. C'est possible à partir du moment où c'est d'intérêt général. Voilà, d'intérêt public. Nicolas, je t'enverrai. J'ai la liste parce qu'il y a une dizaine ou une demi-douzaine de possibilités. Entendu, ben merci. Je t'enverrai. On ne sait jamais. Hein. Le point à valider auprès de la sous-préfecture, c'est est-ce que l'objet de l'association, qui est donc la valorisation, pérennisation, patrimoine culturel, matériel, immatériel de la famille de François Arago, est d'intérêt général ou pas. Il s'agit d'une dynastie républicaine, d'un historique national. Pascal a fait un travail formidable de recensement dans plus d'une centaine de localités, des rues qui portent le nom d'Arago, sans passer par la Tour Eiffel et les médaillons du Méridien. Enfin bref, mais il faut que les choses soient bien formalisées. On ne va pas émettre des reçus fiscaux comme ça, corps et à travers. Donc, je dois rapidement pouvoir valider ce point. Ça nous amène au point suivant qui est l'affectation du résultat. Donc, le trésorier de l'association, mon cher frère Paul, qui est malheureusement indisponible pour nous rejoindre, et qui m'a donné son pouvoir, m'a transmis le dernier relevé de compte du compte de l'association ouvert dans une agence du CIC à Saint-Maur-des-Fossés et qui fait état d'un solde créditeur de 470 €, résultat fruit des cotisations qui ont été reçues, versées au cours de 2022. Et donc, aucune dépense n'a été réalisée à partir de ce compte. Donc, nous allons, si vous en êtes d'accord, eh bien, apporter la totalité de ce résultat, entre guillemets, pour l'exercice suivant. Combien y avait-il de membres? Alors, nous avons aujourd'hui 16 membres, 16 adhérents à jour de leur cotisation, auxquels se sont ajoutés une somme un peu plus importante qui était versée par mon frère Paul et une somme un peu plus importante versée par notre vice-président à côté de moi, Bertrand Sabot. Je voulais simplement dire, comme pour l'instant, on n'a pas d'action précise, en tout cas, on n'a pas de dépenses. Je suis de ceux qui auraient tendance à dire qu'il vaudrait mieux baisser un peu la cotisation et élargir le cercle des membres. Je doute un peu qu'on puisse obtenir des reçus fiscaux. C'est un peu compliqué et c'est de plus en plus surveillé. Attention, parce que il me semble que le champ se restreint. Il y a une volonté des pouvoirs publics d'être plus encore à
à l'affût de ce type de reçus fiscaux. Et vous savez, vous avez compris dans quel contexte, notamment des questions de laïcité, de financement, d'associations culturelles, que l'on veut veiller de… J'entends tout à fait ce que vous dites, Jérôme, et je vous remercie de votre intervention. Il est clair que l'utilité publique n'est pas, pardon, n'est pas avérée. Encore une fois, je dois me rapprocher de la sous-préfecture d'Étampes, le responsable des associations, pour en discuter. Mais ce n'est pas nécessairement là-dessus qu'on comptait. Quand on a mis la cotisation à 20 €, on s'est dit on peut difficilement faire moins. Sinon, si à un moment donné, au bout d'un an ou deux, on veut financer une petite, que ce soit une gerbe à l'occasion d'une commémoration, que ce soit voilà, quelques petites choses, on s'est dit qu'avec 20 €, ça ne mettrait pas tant de monde que ça dans la difficulté. Donc, je ne sais pas si de se mettre à 10 €, ça aurait plus de sens que de se mettre à 30. Voyez-vous ? Si vous voulez, mais on a tout intérêt à regrouper un maximum de personnes dans nos familles et dans des amis, éventuellement des institutions qui voudraient soutenir la mémoire d'Arago. Évidemment, on pourra dire 20 €, c'est rien. OK, 20 €, c'est rien. Oui, mais finalement, il y aura toujours des gens pour dire oh, bah oui, mais 20 € pourquoi finalement? Ce que vous dites a du sens. Je me demande à ce moment-là si on n'a pas qu'à faire simplement une cotisation libre. Si on décroche la déductibilité, alors on peut la faire libre parce que chacun verra bien son intérêt. Mais je doute un peu, il faut qu'on regarde. D'ailleurs, je n'ai pas pensé à regarder, mais on pourra regarder avant même que vous posiez la question en préfecture. J'avais tendance à dire, effectivement, comme pour l'instant, on ne fait pas grand-chose, ayant des cotisations un peu symboliques, mais comme vous voudrez. On n'avait pas forcément eu cette réflexion-là sur ce que ça risquait de freiner. Maintenant, en l'absence d'informations au niveau préfecture par rapport à la fiscalité de type don, le fait d'être d'utilité publique ou pas, on maintient la cotisation à 20 pour l'instant. Et si le paysage, enfin, si les considérations fiscales évoluent en faveur voilà, on fera une autre assemblée générale extraordinaire pour entériner un nouveau encadrement des cotisations et des dons éventuels que ça pourrait mettre en place. Il faudra peut-être revoir la définition de notre association parce qu'elle fait trop de familles et descendants. Il faut mettre en avant effectivement la figure républicaine, scientifique de François Arago, mais telle qu'on se définit notre association, elle paraît trop regroupée, trop confinée sur un objet familial. Et là, il faut peut-être qu'on trouve une énonciation qui élargisse le souvenir de François Arago. Le fait qu'on s'appelle descendants et amis de la famille de François Arago permet de dépasser le cadre purement familial que nous évoquions tout à l'heure. Et l'autre chose que je disais, c'est par rapport au fait de toucher le plus de monde possible, ce n'est pas tellement le nombre d'adhérents qui va compter là, que la nature des actions que nous menons. Si nous menons des séminaires, et qu'il y a pas mal de gens qui participent, si nous faisons des publications qui ont une large diffusion, là, on sera bien dans le cadre qui est nécessaire pour toucher le maximum de monde. Par contre, effectivement, si on se contente de faire des dîners entre nous, là, ce ne sera pas suffisant. L'idée de notre association, c'est de contribuer à ériger encore davantage la fratrie Arago comme un objet historique. Et par définition, un objet historique, c'est d'intérêt général. C'est ça, en fait, l'articulation qui est la nôtre. Peut-être est-ce qu'il faut l'exprimer de manière plus claire dans nos documents, mais en fait, je crois que c'est ça qui nous relie de manière indiscutable à l'intérêt général. Point suivant. Donc, le résultat et le budget, c'est OK. Alors, renouvellement des membres du conseil d'administration, autrement dit,
le bureau. Les statuts prévoient de les renouveler à chaque AG. Ça peut être l'occasion ou pas d'ouvrir le bureau à d'autres personnes. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas, parce que normalement, quand on fait rentrer une ou deux ou plusieurs autres personnes au niveau du bureau d'une association, c'est discuter au préalable des candidatures, des personnes se portent bonne volonté, et à ce moment-là, on demande à l'Assemblée générale de pouvoir approuver. Bon. À ce stade-là, on n'était pas dans cette optique-là. On pensait simplement renouveler le bureau en l'état, mais on ne veut pas non plus, bien évidemment, au contraire, on serait ravis de pouvoir accueillir un ou plusieurs membres pour venir renforcer l'équipe du bureau. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est que le bureau, c'est une chose, mais on vous a, avec la convocation, soumis un projet d'organisation qui consiste à nous regrouper les uns et les autres par comité thématique intéressant, le mémoriel, le généalogique, le scientifique et littéraire notamment, sans que l'on puisse pas ne pas faire partie de 1, 2 ou 3 comités. Et donc, ces comités, que le leadership, entre guillemets, de ces comités thématiques puisse être pris par des adhérents de l'association, sans que ce soit le bureau qui en soit nécessairement, voilà, qui en exerce nécessairement la présidence, entre guillemets. Est-ce que, et là j'ai l'occasion d'en discuter, vous souhaiteriez rejoindre d'une part le bureau, ou plus spécifiquement, rejoindre un des comités thématiques qui reste à organiser? Alors on sait que Paul, Bertrand ont déjà progressé sur un projet de comité scientifique. D'abord, est-ce que cette organisation par comité vous paraît pertinente? Parce qu'on n'est pas nombreux, on n'a pas beaucoup de ressources aujourd'hui. Il est certain, comme le disait Jérôme tout à l'heure, il va falloir qu'on fasse beaucoup d'efforts pour élargir notre base d'adhérence, à la fois par rapport à des personnes, mais peut-être aussi des associations cousines, entre guillemets, ou à intérêts proches, voire des institutions. Cette proposition d'organisation de nos ressources, que nous sommes, vous et moi, par comité thématique, vous paraît-elle intéressante, pertinente? Très bien. Pratiquement, c'est peut-être pas simple, mais c'est intéressant. Voilà. Ben, c'est parce que, encore une fois, on a essayé au départ, c'est un peu notre petite philosophie de départ, c'est que chacun y trouve son intérêt, qui va être plus par rapport à la généalogie, qui va être plus par rapport à un travail d'écriture, qui va être plus par rapport à la documentation. Enfin bref, on a tous peut-être des préférences ou vouloir creuser sur tous les thèmes en même temps, mais sur une branche spécifique. Donc, à un moment donné, il faut qu'on puisse se répartir les tâches, que vous puissiez prendre le leadership sur tel ou tel sujet, tel ou tel thème, et de pouvoir faire avancer comme ça de concert, en décentralisant d'une certaine façon les responsabilités au travers de cette organisation thématique. Alors moi, ça me semble un petit peu prématuré dans la mesure où on n'est encore pas très nombreux, où on ne se connaît pas encore très bien, où on ne sait pas encore trop où on va, mais dans le futur, ça peut être intéressant, mais on peut peut-être ne pas le faire tout de suite parce que ça va être compliqué, enfin il me semble, à moins que quelqu'un ait une idée de génie, je ne vois pas bien comment on peut organiser ça. J'entends tout à fait ce que vous dites, Dominique, mais je dirais que dans un avenir plus ou moins proche, quand les uns et les autres, on va présenter, qu'on va parler de l'association, de pouvoir la décrire comme étant organisée selon ces différents thèmes, ça peut lui donner déjà un semblant de consistance organisationnelle, et puis après de pouvoir nourrir, peut-être qu'il y a un comité qui va rester à la traîne 6 mois, 1 an, puis pendant qu'il y en a un autre qui va caracoler. Bertrand a démarré, a créé plus de 300 références sur Généanet. Axel est intéressé par les aspects généalogiques et je le suis aussi tout autant. Donc voilà, il y a des choses qui vont avancer rapidement, d'autres qui vont être un peu plus lentes à mettre en place. Il y a quand même
à travers les travaux de Paul et de Bertrand, et puis Dominique aussi, qui est en train de travailler un projet d'écriture, un contenu, je dirais, littéraire, historique et littéraire quand même assez exceptionnel. On a des amis comme Bruno Benoît, enfin des gens de grandes compétences sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Donc je ne pense pas qu'on soit à sec. Simplement, à un moment donné, il faut se dire bon bah allez, je me mets sur tel thème pour essayer d'avancer. Par exemple, Pascal, au niveau du comité mémoriel, a recensé plein de localités portant dans des rues ou avenues, on porte le nom d'Arago avec beaucoup de précision. Enfin bon, ça, ce sont des travaux tout à fait estimables. Donc, même si aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, Dominique, on n'en a pas beaucoup sous le pied, comme on dit, en tout cas, le fait de s'organiser de cette façon, ça permettra de canaliser les bonnes volontés et les énergies, les efforts et les envies des uns et des autres. C'est bien, moi, le comité généalogique m'intéresse, mais pas pour en être le leader, mais pour y participer. J'ai mis en place sur GénéAnet un arbre généalogique dans lequel… Vous m'entendez là? Oui, très bien. Dans lequel je crois que les uns ou les autres y avaient accès, je crois. Ce qui serait peut-être pas mal, c'est qu'effectivement, branche par branche, si j'ose dire, il y ait un petit peu quelqu'un qui regarde ça, qui ait la capacité évidemment à intégrer de nouvelles données, et puis peut-être qu'il puisse solliciter, si j'ose dire, ceux de la branche pour essayer de progresser. Je pense notamment dans l'arbre généalogique que l'on a mis, il y a surtout les ancêtres et il y a pas tellement les nouvelles générations parce qu'elles sont pas elles sont moins accessibles par les moyens des sites généalogiques. Donc, il y aurait, à mon avis, un travail d'aller collecter auprès de ceux qui sont dans l'arbre les générations suivantes. En fait, il faudrait… Je vois qu'Axel serait formidable pour s'occuper à la fois de la branche Jacques Arago et de la branche Rosette, c'est-à-dire ses ancêtres à lui. Oui, ça je peux. Comment? Ça je peux. Eh ben voilà, ça serait parfait. Je pense que pour la branche Lucie Laugier, on a 3 candidats là qui sont formidables. Pour la branche Alfred Arago aussi. Pour ce qui est de la branche Emmanuel, on a aussi des candidats potentiels. Donc ce serait vraiment bien. Et je pense, je l'ai déjà dit, mais je le répète, que notamment ce serait bien d'avoir les jeunes générations de tous ces descendants, ne serait-ce que pour l'idée un jour d'essayer de faire une grande réunion, ce serait quand même formidable d'inviter tous les descendants vivants de la fratrie. Alors, juste un mot là-dessus. C'est vrai que notre association s'appelle Descendants et Amis de la famille de François Arago. Donc, bon, c'est une définition qui est très bien et qui peut aller. En fait, l'idée pour nous, c'est la fratrie de François Arago, quoi. La fratrie de François Arago et ses descendants. Et donc, c'est à partir de ces réalités de branches, si j'ose dire, qu'il faudrait pouvoir avoir une organisation avec, dans chaque partie de branche, quelqu'un qui ait pour mission de compléter les informations de l'arbre généalogique et notamment, encore une fois, vis-à-vis des plus jeunes générations. C'est Bertrand Sabot qui a créé le compte GénéAnet et qui a créé, quand je dis créé, c'est-à-dire qui a enrichi à hauteur de près de 300 références l'arbre généalogique de l'association. Ce qu'il faudrait, c'est que il y ait des bonnes volontés qui s'intéressent à telle et telle branche, que cette bonne volonté remonte les informations au niveau de Bertrand, éventuellement de moi-même aussi, et qu'on soit en charge, nous, on continuerait à être les éditeurs, mais que tous, vous puissiez consulter l'arbre. Donc, on va faire une communication dans ce sens en vous donnant les liens et la méthodologie permettant d'accéder à l'arbre. Mais on ne va pas faire peser sur vous tout de suite la tâche d'éditer,
dans l'arbre. Il y a quelques années, c'était plus facile. Maintenant, c'est plus difficile. Donc, c'est très bien. Nous, on vous donne les informations qu'on a. J'en ai Voilà. plein. Et vous les mettez dans l'arbre. Très bien. Et tout le monde a l'accès en consultation à l'arbre. Voilà, consultation seulement. Très bien. On ne peut pas demander les mêmes compétences à tous. J'avoue que je serais assez malhabile pour aller me balader sur Généanet et aller transformer et compléter l'arbre généalogique. En revanche, fournir des informations qu'une bonne âme voudra bien incorporer dans au bon endroit sur le site Internet correspondant, je remercie d'avance ceux qui auront cette bonne volonté. Deuxième point, effectivement, même si moi-même et mes voisines, nous sommes descendants plutôt de Marguerite, la sœur de François Arago, évidemment, c'est la figure de François Arago qui doit être la figure de proue de l'association, et il faut qu'on insiste sur ce côté, cette jonction entre le scientifique et le républicain, en quelque sorte, et cette dimension historique et scientifique à la fois, au cœur des événements du début du 19e siècle, qui peut effectivement porter et peut-être nous faire décrocher la déductibilité fiscale, qui me paraît être de toute façon un objectif à essayer d'atteindre. L'intérêt général, c'est ce que vous dites, Jérôme. Oui. C'est d'argumenter. Mais parce que justement, c'est une figure qui finalement est assez exceptionnelle par son côté scientifique, grand scientifique d'un côté, et puis républicain militant de l'autre. Très bien. On est, je crois, tous convaincus de cela. En ce qui concerne l'ordre du jour, donc la nomination de président de comité thématique, pour l'instant, on la sursoit parce qu'elle est pas suffisamment pertinente compte tenu de ce que l'on a. Peut-être que du côté, et là c'est peut-être à Paul d'en dire deux mots, peut-être que le comité scientifique, le projet de comité scientifique a une maturité un peu différente des autres thématiques, mais ça ne nous empêchera pas d'avancer et de construire, Axel, toi et moi, avec l'aide de Bertrand, l'arbre généalogique, de pouvoir collecter, que je sois le point d'entrée sur toutes les infos des uns et des autres au niveau de la généalogie, et que moi je puisse après faire les mises en ligne avec Bertrand. J'ai les droits d'administrateur également, mais ce qu'il faut, c'est qu'on ait les infos. Les mettre en ligne, c'est mieux qu'on concentre parce que c'est une tâche c'est aride, c'est un peu difficile, c'est pas très intéressant, mais il faut que ça soit propre, cohérent, etc. Mais il y a beaucoup à faire au niveau scientifique parce que et l'association là est formidable pour ça parce que petit à petit se perd l'admiration pour François Arago, et cette association permet de le remettre en lumière, hein. On a vu que pour la statue, quand même, il est dans le jardin, il n'est pas sur le piédestal, c'est pas formidable. Vous avez raison de dire que c'est oublié. J'ai regardé l'autre jour tout à fait par hasard les grands hommes qui étaient issus de Polytechnique. Eh bien, ils n'y étaient pas. Je ne savais pas. Mais oui, j'ai vu ça à l'occasion de la nomination de la nouvelle directrice de l'école. Il y a des choses que j'ai apprises quand j'étais jeune et que je ne trouve plus sur Internet. Par exemple, il avait expliqué le phénomène des aurores boréales. Et oui, là, notre physicien peut peut-être retrouver ça, dire mais oui, bien sûr, il a participé, il a expliqué, il était très fort dans le partage de la lumière. Et donc, il y a beaucoup de choses. Par exemple, également, du côté républicain, au niveau de la signature du décret d'abolition de l'esclavage, j'aimerais savoir si c'est lui qui l'a signé ou si c'est le gouvernement provisoire. Voilà, je ne sais pas. Et si c'est lui, c'est quand même pas mal, quoi. Il faut lui rendre ce qui commence à se perdre et que parfois, j'ai l'impression qu'on attribue à d'autres. Alors, malheureusement, il va falloir que je m'en aille, mais je voulais dire quelque chose. D'abord, moi, je suis physicien de formation. Je suis très intéressé par le comité scientifique. Et alors, une des choses que je ne sais pas si vous connaissez sur François Arago, mais à cette époque-là, il y avait un grand débat sur savoir qu'est-ce que la lumière. Est-ce que la lumière, ce sont des grains de lumière qui sont projetés ou ce sont des ondes?
Alors, comme vous savez, la mécanique quantique a décidé qu'en fait, c'est à la fois les deux. Et François Arago est un des premiers qui avait défendu cette idée qu'il y avait à la fois une vision particulière de la lumière et une vision onde de la lumière. Et je peux vous dire, dans les discussions en mécanique quantique même récentes, le mot de François Arago est déjà apparu plusieurs fois. Donc, peut-être il n'est pas complètement oublié parce que c'était une, comment dire, une synthèse qui était vraiment extrêmement difficile à faire. Alors, il a fini par abandonner le côté particulier parce que Fresnel, qui était son copain, qui était celui qui était le plus fort dans définir le caractère ondulatoire de la lumière, c'est lui qui a finalement fait tous les théorèmes et tout, mais il a joué un rôle très important là-dedans. Donc, je pense que le côté scientifique m'apparaît très important à défendre et à peut-être repopulariser. Voilà. Et une chose que je voulais vous dire aussi, c'est quand vous regardez Wikipédia, alors on peut critiquer Wikipédia 1 milliard de fois, mais si vous regardez, vous verrez que l'article en anglais est à peu près 5 fois plus long que l'article en français, ce qui est quand même dommage. Et l'article en anglais a beaucoup plus de choses scientifiques sur François Arago que l'article en français. Donc, si vous voulez, les Français ont l'air d'avoir complètement oublié que François Arago était un grand scientifique, c'est quand même dommage. Je ne sais pas qu'est-ce qui a écrit l'article de Wikipédia, mais c'est peut-être une chose à faire aussi de faire en sorte que l'article de Wikipédia représente vraiment ce qu'est François Arago, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'intérêt de ce projet, de ce comité scientifique, ce serait d'abord de réfléchir à des actions. L'idée de Wikipédia, pourquoi pas, j'y avais pas pensé, mais je la retiens, c'est une excellente initiative. Pourquoi pas réécrire une nouvelle biographie de François Arago. J'avoue qu'avec Bertrand, mais on peut être plusieurs à s'y mettre, notamment si j'ai des gens du côté scientifique, on peut faire peut-être une publication à 3-4 mains. La dernière grosse publication sur François, il y a quand même beaucoup de choses sur François Arago assez régulièrement en réalité. Il y a eu un bouquin qui est sorti il y a 7-8 ans, je crois, de notre ami Guy Jacques, qui est dans la… Guy Jacques, oui. Avant Guy Jacques, on avait il y a une quinzaine d'années une très belle biographie également François Sarda. Non, c'était entre les deux. C'était après François Sarda. Le nom m'échappe. Il y a Philippe Lacourguet qui doit… Je suis désolé, il faut que j'y aille parce que je suis en train de me faire attraper parce que je suis en retard. Votre participation. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt. Merci, Philippe. Merci à vous. À bientôt. Oui, donc je disais qu'il y a un certain nombre de choses. L'intérêt du comité scientifique, c'est que si on organise des choses, comme dedans, il y aura essentiellement, façon pressentie, des gens qui ont un caractère un peu universitaire ou un côté scientifique reconnu, ça donne une valeur à nos actions. Et justement, ça fait sortir l'association de simplement une association de descendants qui ont plaisir à se retrouver. Là, on retrouve la question d'utilité publique ou de bien public qu'on évoquait tout à l'heure. D'intérêt général. D'intérêt général, pardon. Donc, pour le moment, on a présélectionné, mais ce n'est que provisoire, une dizaine de personnes qui sont encore de ce monde et que cela pourrait être intéressé, qui ont travaillé de près ou de loin sur la famille Arago et qui seraient susceptibles de nous rejoindre et donc de donner leur caution à un certain nombre de travaux. Ce comité scientifique, comme j'ai dit tout à l'heure, pourra aussi réfléchir à des actions à mener. Wikipédia, je trouve que c'est une excellente idée, j'avoue que je ne l'avais pas eue, mais on pourrait réfléchir sous l'égide du comité scientifique à qui rédige quoi, qui rédige la partie lumière, qui rédige la partie politique, qui rédige la partie vulgarisateur, parce qu'il y a aussi cet aspect-là très important chez François Arago, qui est d'ailleurs sans doute une des raisons de son oubli, qui a été assez bien pointé par François Sarda, c'est et Jacques Lequeux, vous l'avez cherché le nom tout à l'heure, oui. Qui explique bien qu'en fait, il a touché à tout, il a mis le pied à l'étrier à énormément de monde, et en fait, il est à lui tout seul, pas à l'origine de grand chose, sauf qu'il a mis le pied à l'étrier et il a fait connaître énormément de choses. Et ce côté vulgarisateur est extrêmement important. Et d'ailleurs, pour terminer là-dessus, le projet de livre que nous avons avec Bertrand Sabot
Bon, ça s'appellerait François Arago l'homme lumière, dans les deux sens de lumière. L'homme lumière, c'est-à-dire le descendant des philosophes des Lumières, son côté rationaliste, scientifique, mais homme aussi qui a travaillé sur la lumière, et puis homme qui fait vivre par son action politique l'idéal des Lumières. Absolument. Si vous le voulez bien, ce qui serait bien, c'est que cette Assemblée générale permette d'entériner la création de ce comité scientifique et de son organisation. Donc, c'est un projet, ce qui est proposé, c'est que donc le président, pour son démarrage en tout cas, ce soit Paul Bachias qui le soit, et qu'il soit rejoint au sein de ce comité validé en Assemblée générale par Bertrand, Guy Jacques, Muriel Toulotte si elle est contactable. Je liste sous ton contrôle la liste des personnes: Monique Sicard, Gérard Bonnet, Pierre Mollier, Peter McAfee, Bruno Benoît, Claude Latta. On vous donnera la liste de ces personnes susceptibles de venir renforcer, cautionner et contribuer. Et donc, ce serait bien que l'on puisse, avec cette Assemblée générale, valider la création de ce comité scientifique mené par Paul Bachias comme président pour son lancement. Donc, bien sûr, la liste, et c'est parce que j'ai le document sous les yeux, ce n'est pas exhaustif, mais c'est déjà des personnes que Paul et Bertrand ont contacté, connaissent, sont en relation avec, etc. Donc, ils ont déjà là sous la main une liste de personnalités très compétentes et qui fait honneur, je dirais, à notre modeste association. Et d'autant qu'on a parmi nos descendants amis, membres de l'association, un océanographe, Michel Lignette, qui est donc de la branche Emmanuel Arago, et puis on a un Guy Jacques qui est aussi océanographe. Océanographe, oui. Alors, Lui, il ne fait pas partie de la famille, mais il aime beaucoup la famille Arago, oui. Ben, il a écrit plusieurs livres. Oui, bah oui. En fait, l'histoire, c'est parce que moi, je suis à moitié catalan de là-bas. Et c'est lorsqu'il est arrivé à Bagnols-sur-Mer, il est allé au laboratoire Arago. Et son intérêt pour Arago est venu de là. Voilà, est venu du fait que le laboratoire dans lequel il travaillait s'appelait Arago. Ah, d'accord. Je le connais bien. D'ailleurs, là, je vais sur les tombes, là, à Perpignan, et je vais aller le voir. Je vais essayer de le voir. Voilà. C'est à point nommé que tu évoques les sculptures. Elles ne sont pas toutes en très bon état et on est tous au courant ici, plus ou moins, qu'il y en a une qui est dans un état absolument déplorable, qui est celle d'Étienne, le petit frère de François, que j'ai été voir, qui est vraiment une pauvre dalle en ciment, anonyme, vraiment qui ne ressemble plus à rien. Donc, il faudrait qu'on puisse se mobiliser les uns et les autres pour pouvoir mener des démarches concertées vers les différentes entités dans lesquelles Étienne a été impliqué. On les connaît, la mairie de Paris, le Luxembourg, le Figaro, la Poste, et si on cherche, on en retrouvera encore le monde éducatif, au niveau de l'école, maintenant au lycée François Aragon, enfin, bref, il a eu beaucoup de casquettes, etc. Parce que où est cette tombe d'Étienne? Du Montparnasse. Montparnasse. Ah oui. 10. Au-delà d'Étienne, je me demande si on ne pourrait pas monter, je ne sais pas si c'était prévu ou pas, un comité qui pourrait s'appeler comité mémoriel. Mais il s'appelle le comité mémoriel, il en fait partie des 3 comités. D'accord. On a le généalogique, le mémoriel et le scientifique. Parce que je pense qu'il faudrait avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'il convient de célébrer, à quel moment. Alors là, on part sur Étienne, parfait, les priorités à se donner, parce qu'on ne va pas pouvoir célébrer au même moment et avec la même intensité que tous les membres de la famille. Il faut sans doute se donner quelques priorités. Étienne, pourquoi pas, si c'est sa tombe qui est dans le plus mauvais état. Mais voilà, je pense que l'un des intérêts de ce comité, ce serait de réfléchir à où est-ce que l'on met, quels sont les 2-3 focus par an qu'on va faire. Il y a tellement de monde dans la famille Arago qu'on ne va pas pouvoir travailler sur 10 projets une même année. Oui, il va falloir lister déjà les dates anniversaires des personnalités de la famille. On l'a fait l'année dernière pour Emmanuel Arago, dont c'était le 125e anniversaire de
sa mort. François Arago, on en parlait avec Bertrand. Le 6 octobre 2023, c'est-à-dire l'année prochaine, c'est le 170e anniversaire de la mort de François Arago. Je pense que pour nous, c'est incontournable. Et pas que pour nous, ça veut dire que le 170e anniversaire de la mort de François Arago, ça va sûrement sonner une cloche à Perpignan, à Estagel, et peut-être même ailleurs, au niveau d'autres associations, etc. Donc, ce qui serait important, c'est que cette petite équipe mémorielle, dans laquelle je m'inscris très, très volontiers, puisse identifier voilà, les autres parties prenantes qui seraient susceptibles de mener une action concertée avec nous. Donc, il y a des rapprochements. On doit parler aux gens de Perpignan avec Bertrand, on doit se rapprocher des gens d'Estagel, on doit identifier voilà, toutes ces structures. On ne l'a pas fait, mais ça reste à faire. Et pour qu'il y ait une action concertée qui puisse voilà, déterminer des actions, un lieu qui serait… bon, le Père Lachaise, c'est là qu'il est enterré, mais on pourrait imaginer que cet anniversaire-là puisse être célébré peut-être à Perpignan, pas forcément à Paris. On n'est pas dans une… Et puis à Paris, il y a l'école polytechnique, il y a l'observatoire. Ben voilà. Ce sont deux lieux quand même absolument… Alors, à l'école polytechnique, c'est vrai que l'association qui avait été créée pour la statue a eu apparemment, c'était des polytechniciens. Giscard d'Estaing, par exemple, a donné pas mal d'argent. Moi aussi, j'en ai donné un peu. Et ils sont toujours très, très attachés à Arago. Une des salles de cours est à Arago. Oui. Donc, je crois que d'ailleurs, ils entretiennent la tombe de François chaque année, je crois. Donc, on peut compter sur eux. Je crois qu'on peut un peu compter sur eux. La tombe de François, on peut dire que non, l'association a un rôle important puisque c'est Bertrand et ses camarades qui ont régulièrement, jusqu'à ce que je les rejoigne, gratté la mousse qui recouvrait… celle de François aussi. Du Père Lachaise. Ouais. À telle enseigne que la plaque concernant Emmanuel était totalement invisible. Enfin, oui, je me souviens. Mon fils m'a raconté. Ben oui, Nicolas était présent, absolument. Enfin bref. Donc effectivement, pour reprendre, conclure avec les propos de Paul, il faudrait qu'on recense à la fois les personnalités, à la fois le calendrier des dates et quelles seraient les parties prenantes dont on pourrait se rapprocher pour voilà, que ça résonne au maximum. Est-ce qu'à Estagel, il y a encore des… Bien sûr, quand on passe à Estagel, on voit sa statue, mais est-ce qu'il y a encore des tombes Arago? Oui, il y a celle de Marie Roy, déjà. Oui, Hein, j'ai des photos. sur laquelle vous aviez déposé des gerbes il y a quelques années. Tu te souviens? Oui, très bien. Oui, il y a celle de… J'ai des photos. Oui, J'ai des photos. il y a une statue qui est dans le centre du village. Oui, Il y a un buste qui est dans une tour, je crois. exactement. Il me vient en mémoire là qu'on pourrait avoir un travail assez rapide qui pourrait apparaître. Ce serait un livre recueillant toutes les photos que nous avons sur les tombes. Alors, accompagné d'une petite analyse historico-sociologique sur à quoi elles ressemblent, les points communs, etc. Enfin, ça a été beaucoup fait dans l'histoire des mentalités, d'étudier comment sont faites les tombes. Ce serait intéressant qu'on recueille, si ce n'est la totalité des tombes, en tout cas toutes celles qu'on connaît, qu'on aille les photographier, et on peut faire une petite brochure avec une petite étude historique sur ces tombes. Alors, j'ai un petit problème avec mon ancêtre, parce qu'il a été Au Brésil. Au Brésil, mais on n'arrive pas à trouver. Mais on ne sait pas où il est au Brésil. Axel, l'association va acheter les billets d'avion tout de suite et comme ça, on va faire des recherches. Une vraie enquête de Sherlock Holmes. Ma femme qui parle portugais, elle a fait ses études au Brésil, elle est chilienne, elle est allée même au couvent où, soi-disant, il était là, où il était à côté, mais ils n'ont pas voulu la laisser entrer. Alors, il est peut-être là, on ne sait pas. C'est vrai que ce serait formidable. Si on arrivait à retrouver la tombe de Jacques, le mystère de la tombe de Jacques est totalement cohérent avec la vie de Jacques. Oui. Parce que lui, il avait donné des instructions pour être enterré à un endroit bien précis, mais il semblerait que des personnes ont dit non, on a mieux. Voilà. Mais
On ne sait pas, on est perdu, voilà. On aurait besoin de l'aide justement de l'ambassade ou du consulat local. J'ai écrit, mais ils m'ont pas répondu. L'association elle-même peut prendre contact avec l'ambassade de France au Brésil aussi, hein, pour avoir son aide. Bon, je crois qu'on a les outils pour mener tout un tas de démarches. Ce qu'il faut, c'est qu'on s'organise et comme dit Paul tout à l'heure, qu'on ait des focus et qu'on s'éparpille pas trop. Oui. On essaye de traiter un sujet à fond en mobilisant nos ressources. Et puis après, une fois que c'est traité, on passe à autre chose. On n'est pas assez nombreux, on n'a pas assez de temps de disponibilité pour tout mener de front. Mais c'est vrai que c'est passionnant d'arriver à retrouver la sépulture de Jacques. Ça serait formidable. Tout comme de pouvoir prendre contact avec des descendants mexicains ou sud-américains plus généralement. François Sarda avait fait ça, de contacter les Mexicains. Ils étaient venus à Estagel. Hein. Malheureusement, il n'avait pas eu beaucoup de succès, je crois. Enfin, on a une photo où il est avec les descendants Arago du Mexique. Il le raconte dans son livre sur François et les autres. Et moi, il m'avait donné une photo de lui avec eux. Il a contacté un certain nombre, et malheureusement, comme son livre a déjà maintenant bien 20 ou 25 ans, 30, je crois que ce contact s'est rompu. Il faudra essayer de le renouer, mais il faut reprendre un peu l'enquête à zéro, je crois, parce que moi, j'avais un peu cherché, je n'ai pas réussi à trouver des noms. Je crois que les derniers qui les avaient connus sont décédés. Voilà, ça vaudrait la peine quand même de refaire le travail qu'avait fait François Sarda et qui a été un peu oublié. Oui, et moi, il m'avait dit qu'il n'avait pas eu l'impression qu'ils étaient très intéressés. J'ai le souvenir de ça. Mais ils étaient quand même venus jusqu'à Estagel. Ah, ils étaient venus jusqu'à Estagel. Mais ma mère m'avait dit, on n'est même pas sûr que ce soit les vrais descendants d'Arago. Ah, d'accord. Je ne sais plus si c'est dans le séminaire, dans le colloque d'Estagel ou si c'est dans son livre. Il raconte comment il les a retrouvés. Il laisse entendre, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai compris, qu'il était ravi qu'on les contacte. Et apparemment, ce n'était pas tout à fait aussi beau comme histoire que ce qu'il raconte dans son livre. Oui. Vous étiez au colloque d'Estagel? Non, mais j'ai lu les actes. Non, parce que nous, on y était. Oui, je sais. Vous m'aviez raconté cette anecdote très drôle du spectacle qui avait suivi. Ah oui. Raconté, je crois, par Dominique. Voilà, par Dominique, tout à fait. Oui. Donc, vous avez connu ma mère, vous deux. Oui, absolument. Je me souviens très bien d'elle. C'était elle qui avait organisé d'ailleurs tout le spectacle. C'était un travail absolument incroyable qu'elle avait fait avec les deux villages d'Estagel et de Totavel. Les deux villages avaient participé, c'était magnifique. J'étais à l'étranger, donc j'ai su comme ça. Non, si. Je me souviens qu'elle nous avait dit, il me semble qu'elle nous avait dit qu'elle avait encore l'épée de François Arago. Non, elle avait le gilet. Elle avait le gilet d'académicien. Le gilet, enfin. Elle l'a donné au fils de mon frère. Voilà. Si je peux me permettre de revenir à la question des tombes, je crois que vous avez tout à fait identifié où se trouve la tombe de Lucie Laugier et la tombe Laugier. Elle est avec celle d'Étienne. Exactement. Elle est à côté. Oui, il y avait Marguerite, Étienne, j'ai la photo d'Astelle là, moi. Vous voyez. Et il y a Gabriel, son fils, qui est mort à 15 ans. Oui, Gabriel. Ça, je connais cette tombe, mais je ne savais pas qu'il y avait la tombe d'Étienne serait voisine. Je ne sais même pas si ce n'est pas la même. Je ne sais même plus si ce n'est pas la même tombe. Elle est complètement anonyme et vraiment. Non, parce que la tombe c'est une tombe Mathieu Laugier, qui est avec tous les noms. Oui. Et à côté. Il n'y a pas Étienne. Elle est à côté. Étienne est tout seul. Okay. Elle est à côté. Et ce n'est pas une sépulture familiale, c'est une sépulture qui, puisque j'avais interrogé le secrétariat de la conservation, qui dépend ou appartient à la ville de Paris. Je vais dire quelque chose qui va vous sembler évident, mais par rapport à la vie d'Étienne Arago, qui est peut-être de toute la famille le personnage le plus pittoresque et le plus flamboyant, ayant œuvré, encore une fois, pour la ville de Paris, ayant créé le Figaro, ayant introduit le timbre-poste en France, qu'il ne se trouve pas une institution pour entretenir sa tombe est tout à fait extraordinaire. Enfin, commencer par la ville de Paris. C'est un scandale auquel il faut que notre association va mettre fin. En nous entendant, je me dis qu'il serait quand même pas mal que, c'est facile à faire, on monte un petit site dédié. Voilà, j'étais en train d'y penser. À notre association. Hein. Bravo, merci.
Alors, Donc, parce que l'avantage d'un site Internet, c'est maintenant assez facile à faire avec les outils modernes qui existent. Et ça permet quand même de donner tout de suite une grande visibilité et de collecter un petit peu. Que chacun fournisse les éléments qu'il peut avoir ou qu'il peut dire. Donc, Je vois que c'était prévu. alors, c'est formidable. non, c'était bien sûr, c'était dans le radar. C'est essentiel comme outil même collaboratif entre nous pour pouvoir partager des documents. C'était ça, moi, à quoi je pensais. Parce que je disais, tout l'après-midi, on a bavardé, on a parlé de choses intéressantes, on a apporté des idées. Et tout ça, si on pouvait le faire avec d'autres personnes qui n'étaient pas là aujourd'hui, qui pouvaient réunir tout ce qu'on a à dire, ce serait formidable. Si vous vous reportez à l'annexe de la convocation à l'Assemblée générale, on y trouve un projet d'organisation par comité thématique. Et donc, le troisième comité, qui est le comité généalogique et digital, prévoit la création et la maintenance d'un site Internet et également J'ai pas bien lu. d'un fonds documentaire associé qui sera la mine où nous allons pouvoir poster copies ou originaux de tous nos trésors pour pouvoir les partager et les exploiter. Très bien. Maintenant, créer un site Internet, il faut des ressources. C'est pas que du temps. Parfois, on pourra participer. Ceux qui voudront participer, participent. Voilà. Mais déjà, il faut le mettre en place, il faut le créer. Donc, il faut faire appel à des ressources. Et ça, je dois faire une petite étude pour voir ce qu'à minima coûterait la mise en ligne. Alors, j'ai déjà acheté le nom de domaine et j'ai déjà acheté un hébergement sur OVH. Donc, quoi qu'il arrive, on est protégé et on pourra mettre en place le moment venu. Je crois qu'on va devoir conclure. Je vous présente Jacques Arago derrière moi. Voilà. Magnifique. Ah oui. Superbe. Voilà, en tout cas, c'est vraiment dans les priorités, c'est qu'on puisse rapidement mettre en place un outil Internet pour pouvoir échanger, formaliser un peu les choses qui nous intéressent, la liste, le comité, les membres, machin, le bulletin, comment dire, d'adhésion, enfin bref, tous les outils que nous vous envoyons régulièrement. L'idée, parce que c'est compliqué de se retrouver physiquement, pour la plupart, on est géographiquement assez dispersés, et c'est qu'on puisse, au-delà des assemblées générales, se réunir régulièrement. Alors, ça pourrait être une visioconférence qui intéresserait plus spécifiquement le comité mémoriel ou bref, ou un des thèmes, mais qu'on puisse mettre en route. Donc, pour l'instant, on est transverse, on s'intéresse à tout en même temps. On pourrait effectivement, comme le suggère Paul, faire un point d'avancement d'ici la fin de l'année ou tout début 2023. Début janvier. Oui, courant janvier. C'est pas une assemblée générale, c'est une réunion d'information. Et sur la question de la signature de l'acte d'abolition de l'esclavage, je crois pouvoir dire qu'à l'époque, ces décisions-là étaient signées collectivement par le gouvernement provisoire. Donc, il y a une signature, très probablement une signature collective du gouvernement provisoire. Oui, exact. Ceci étant, et c'est un document que nous, on a mis sur, par exemple, la petite vidéo YouTube qu'on avait fait sur notre conférence, est disponible. La reproduction de la lettre par laquelle François Arago, ministre des colonies, missionne Victor Schœlcher. Voilà, c'est ça. L'abolition des Elle y est sur Google. Contre le caractère, il ne s'agit pas de dire que Victor Schœlcher n'a pas eu un rôle dans cette affaire. Il s'agit simplement de dire que l'histoire a choisi de se souvenir de Victor Schœlcher, ce qui est tout à fait juste, mais que François Arago a désigné Victor Schœlcher pour le faire. Donc, il a eu un rôle tout à fait éminent également dans l'abolition de l'esclavage. Je n'ai pas de preuve de ce que je vais dire là, mais dans ma famille se colportent des histoires de génération en génération, et il n'était quand même pas tranquille, hein, parce qu'il avait eu des visites probablement des ancêtres des Békés actuels, qui lui disait si vous faites ça, les gens vont nous trucider dans l'île, ce qui ne s'est jamais passé. Donc quand même, c'est une décision qu'il a prise. Et il n'y avait pas d'avion, hein, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléx. Donc c'est une décision courageuse, bon, qui était nécessaire, qui de toute façon il fallait prendre.
Il y a eu un film il y a quelques années sur cette question-là, justement, où pendant toute une nuit, c'était très bien fait, il y avait une discussion entre, justement, certains ministres qui étaient contre l'abolition de l'esclavage, Schellcher et Arago, et ils étaient tous très, très inquiets et très, très prudents dans cette histoire-là. Ils ont fini, il fallait du courage pour signer ce décret d'abolition de l'esclavage. Alors, bon, c'est pas sorti de n'importe où, bien sûr, cette abolition en 1848, et les Britanniques nous avaient précédés d'une vingtaine d'années. Et alors, je ne sais pas quelle conclusion il faut en tirer, mais il faut savoir que Emmanuel Arago, donc le fils de François, vers 1832-33, il écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Un grand orateur, qui se passe au Royaume-Uni. Et cet orateur, c'est un homme politique, et il est censé écrire un morceau de bravoure devant le Parlement anglais, et ce morceau de bravoure est dédié à l'abolition de l'esclavage dans les colonies anglaises. Et 15 ans après, son père va l'abolir en France. C'est beau, ça. Pas de hasard. Bon, en tout cas, je vous remercie de votre participation. J'ai pris note de toutes les présences pour pouvoir vous faire parvenir ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe, les adhérents, le rapport le compte-rendu de cette Assemblée générale, que j'essaierai de faire aussi détaillé que possible. Et puis, tu me disais… je dis le 10 novembre. Le 10 novembre. Prochain, il y a la sortie de notre bouquin. La sortie, le 10 oui, j'ai bien noté. Ah oui, moi j'attendais ça. Ah, c'est fini, on n'a plus d'image. Qui s'appelle « Notre fraternité est scellée à jamais par des liens sacrés », qui est un extrait d'une lettre, cette phrase est extraite d'une lettre d'Emmanuel à George Sand. Voilà, mais on recommuniquera avec éventuellement un lien ou des informations complémentaires. Prochaine étape, vous faites ça au théâtre. Voilà. On a des différents projets en cours. J'espère qu'on va se joindre rapidement avec Axel pour voir comment on peut dynamiser un peu l'aspect généalogique aussi au niveau de la population de l'Arbre. Dominique a son projet d'écriture de son côté. Je collabore avec Bertrand et Paul sur les mémoires d'Emmanuel, le mémento de mon fils, 1 et 4, qui été retrouvés, qui sont archivés et que Monique Lamain avait déposé aux archives, et donc qui ont été entièrement retranscrits. Et donc là, je relis un énorme travail réalisé par Bertrand, notamment sur toutes les notes de bas de page qui viennent renseigner ces mémoires. Donc, dès qu'on aura des éléments à partager avec vous, on le fera avec un grand plaisir. En attendant qu'une édition, puisque c'était par un vœu testamentaire, que son fils, et à défaut ses gendres, publie ses mémoires. Il y a les 4 volumes, il n'y en a que 1 et le 4 qui ont été retrouvés, archivés. Donc, on a relevé, j'ai un peu relevé le gant qui n'avait pas été à l'époque saisi par François Pierre Arago, fils d'Emmanuel, ou à défaut ses gendres Ignette et Benjamin Constant. Donc voilà. Donc c'est un autre projet important. Alors Emmanuel avait écrit dans ses mémoires qu'il demandait à sa famille ou à des surrépublicains de le faire. Disons que Nicolas a incarné la famille et Paul et moi surrépublicains, puisque nous vous prions de nous excuser d'avoir à la fois l'effronterie et la désinvolture de ne pas être descendants de la fratrie. On va rester là-dessus, ça vous va? Bien mérité. Je vais essayer de te pardonner. Merci de votre participation. À très bientôt. Merci et bravo.